Voilà, donc on va vous présenter Montpellier Territoire au pluriel. Monsieur Sorel y tient énormément. Donc si vous voulez, je me présente, Chantal Marion, vice-présidente à la métropole de Montpellier, chargée du développement économique et de la French Tech et université également et innovation, et adjointe à la mairie de Montpellier sur l'urbanisme opérationnel et également sur la métropole. Alors, Montpellier Territoire, c'est évidemment quelque chose de très important, car ça concerne des objectifs fondamentaux qui ont été inscrits sur le SCOT révisé de 2006. Ce SCOT révisé de 2006 que nous avons présenté hier soir d'ailleurs en conseil municipal, puisqu'on en est au stade où on le présente dans toutes les communes de la métropole, a été d'ailleurs voté hier à l'unanimité au conseil municipal. Ce SCOT est important car il est inscrit dans ce SCOT des enjeux fondamentaux. C'est-à-dire tout d'abord valoriser les espaces agronaturels et maintenir ainsi leur biodiversité exceptionnelle et développer l'agroécologie. Ceci est important car lors de ce SCOT, on a signé un protocole avec la Chambre d'agriculture qui permet au SCOT révisé de 2006, au niveau de l'extension urbaine du SCOT 2006, est rendu justement à la nature des espaces naturels et agricoles. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire 2/3 d'espaces agricoles retenus pour 1/3 de développement urbain. Ceci est important, ceci nous permet de réfléchir différemment avec les personnes évidemment qu'il y a autour de la table, que ce soit les aménageurs, les promoteurs, les architectes et les personnes qui dirigent l'urbanisme, entre autres, au niveau de la métropole et de la ville. C'est ensuite d'adapter le territoire aux risques face au changement climatique. Nous sommes dans un territoire fragile, avec une loi littorale qui se durcit, et également avec des aspects climatiques que les gens qui vivent au bord de la Méditerranée en général connaissent. Et nous, on appelle ça des événements cévenols, c'est-à-dire la pluie qui tombe tout d'un coup d'une manière intensive et la mer qui reflue. Donc, ces eaux ne peuvent pas se déverser dans la Méditerranée, créant des inondations. Donc, changement climatique important et évidemment, depuis quelques années, surtout cette année, un réchauffement climatique très très fort qui impacte, vous le voyez encore en ce moment en septembre, eh bien, les gens se baignent, c'est comme si nous étions en plein été. Eh bien, nous sommes une métropole solaire. Il va falloir vraiment réfléchir comment on construit méditerranéen, comment justement on acclimate cette métropole à ces changements climatiques. Aussi bien au niveau de la faune ou de la flore, je peux vous dire qu'il y a des changements, apparition de faune et de flore différentes et disparition de faune et flore qui existaient auparavant. Et ensuite, c'est de prendre en compte évidemment la dynamique extraordinaire au niveau de la démographie. La démographie est très importante, très jeune. On a 40% de la population qui a 30 ans. Elle est représentée par une jeune femme dynamique qui travaille, tant qu'il y a des enfants également. Donc cette population jeune, eh bien, il faut qu'elle travaille, mais il faut qu'elle se loge et qu'elle puisse accéder justement à des habitations dites abordables, qu'elle puisse acheter et non pas louer d'une manière qui après se pérennise. Et ensuite, c'est de consolider le développement économique. Alors, consolider le développement économique, vous allez me dire, comment vous faites alors que vous avez dédié 2/3 des espaces agronaturels? Eh bien, c'est un changement d'économie, c'est une nouvelle économie avec les startups, les entreprises, j'aurai l'occasion de vous en parler plus tard, qui fait qu'on construit une nouvelle économie et qu'au niveau de l'urbanisme, on va construire la ville sur la ville, redynamiser certains quartiers économiques, en construire de nouveaux sur la ville, et ceci, on vous l'expliquera avec les ateliers qui vont suivre. Pour continuer à vous présenter Montpellier Méditerranée Territoire, je vais passer la parole à M. Nurit, qui va vous expliquer évidemment ce projet d'une manière plus concrète et plus précise. Je ne vais pas parler longtemps, parce qu'on va laisser François Leclerc vous présenter le projet proprement dit. Juste 2-3 compléments à ce que Chantal Marion vient de dire, notamment pour ceux qui ne travaillent pas sur ce territoire-là, prennent toute la dimension des enjeux auxquels ce territoire est soumis. C'est la plus forte croissance démographique que l'on constate aujourd'hui en France, qui se concentre aujourd'hui sur ce territoire. Les 5 dernières années, on est remonté à 1,85%
de taux d'augmentation démographique moyenne sur le territoire métropolitain. Donc on a à résoudre une vraie contradiction du point de vue de l'aménagement du territoire, qui est accueillir une population en nombre, avec le développement économique qui l'accompagne et qui l'attire, et en même temps organiser tout ça sur un territoire qui, comme vient de le dire Chantal, est particulièrement fragile, puisqu'on est ici, en même temps, sur un spot de biodiversité à l'échelle méditerranéenne. Ce que d'autres territoires, notamment plus au nord, ne rencontrent pas avec la même acuité. Donc tout l'enjeu de Montpellier Territoire, c'était d'arriver à repositionner le développement métropolitain autour des questions de résilience territoriale. Et ça, de ce point de vue, pour un territoire qui avait déjà un projet urbain, élaboré à l'époque avec Bernard Reichen pour le SCOT de 2006, c'était des éléments nouveaux que l'on prenait en compte. Donc je vous propose d'écouter François Leclerc sur le travail qu'il a fait notamment avec Franck Boutet sur ces questions-là. Oui, c'était un travail à plusieurs, entre autres avec Mike Tavo dans notre agence avec qui nous avons dirigé cette étude. Et puis à part ça, il y avait Franck Boutet, mais aussi les paysagistes bases, il y avait la Fabrique de la Ville, il y avait Catalyse, Ribi, etc., Ingérop, Conditions urbaines. On s'est aussi, pour faire du naming comme ça, on a beaucoup regardé aussi les études préalables qui ont été faites entre autres par Bernard Reichen pour le SCOT, par Greter par rapport à une autoroute, et puis par Bernardo Secchi et Paola Vigano sur le centre, sur Montpellier Centre. Donc vous avez compris, c'était un contexte politique très volontaire et très favorable. Donc c'était pour nous une belle aventure que cette plongée dans le territoire pendant 2 ans. Je parlerai de la méthode. C'est une occasion, à mon avis, unique en France pour participer à l'invention d'une métropole. Il y a bien sûr le feuilleton du Grand Paris, il y a l'histoire des consultations marseillaises, un peu sans suite. Mais ce n'est pas qu'une mise en œuvre administrative et politique, mais la possibilité d'écrire une histoire partagée par 31 communes. C'est ça qui était très beau. On est parti de la spécificité historique, de la spécificité géographique. Monsieur le Président, Monsieur le Maire en a parlé largement tout à l'heure. Son appartenance méditerranéenne. Et puis son rapport très particulier à la nature, autant pour des questions de ressources que de risques, et la nécessaire préservation donc de cette nature. Ce qui nécessite un investissement urbain permanent, plus bien sûr, et là ici comme ailleurs, qu'un processus extensif. Donc Montpellier est très connu par rapport à ses projets visibles depuis fort longtemps. C'est maintenant le moment d'un projet métropolitain, c'est-à-dire pas forcément des grands gestes en permanence, mais attaché à tous les usages et à toutes les nécessités. Donc la méthode se base effectivement sur les objectifs donnés par la métropole, c'est-à-dire préserver l'espace naturel et agricole pour les 2/3, donc contenir le développement urbain, une offre de logement accessible à tous, ce qui est un problème par rapport à la tension des prix, favoriser le développement économique, une offre adaptée et surtout géographiquement bien répartie. Donc ici on voit la spécificité territoriale, c'est-à-dire entre le Pic Saint-Loup et les étangs de Méjean. C'est notre lecture du territoire qui voulait regarder autant d'un côté que de l'autre, ce qu'on a appelé la métropole à 360 degrés. Donc juste pour parler méthode rapidement, il y avait un diagnostic qu'on a appelé constat d'étonnement, c'est-à-dire un regard sur les paradoxes qui marquent cette métropole. Ensuite, les enjeux ou les défis, le climat, l'économie, la vie quotidienne et l'attractivité. Et ensuite, des propositions à travers des axes structurants qui ont fabriqué ce qu'on appelle le plan armature. Le plan armature qui va donner, lui, de l'essence pour fabriquer le SCOT, pour réviser le SCOT, ensuite faire le PLUI, le PLH, etc. Donc la méthode, c'était aussi travailler avec les maires, c'est-à-dire on a fait de nombreux débats, des assises, 21 réunions avec les élus, on a beaucoup parcouru, dessiné avec eux, donc c'était une chose un peu rare. La particularité de cette métropole, c'est d'être une mosaïque de villages, de bourgs, de hameaux,
qui ont toutes leur spécificité, leur identité, tout ça autour de Montpellier. C'est ce qui fait l'attrait, plus que touristique, l'attrait résidentiel de cette métropole. Donc le balancement entre la ville dense et les villages, cette dualité permanente qui est un peu exceptionnelle. Donc c'est quelques images qui montrent cette réalité. Alors tout le monde connaît ces cartes qui ne concernent pas que Montpellier, mais Montpellier est très marqué par ces menaces. Donc le réchauffement climatique, donc comment adapter le territoire, la démographie, donc savoir comment est-ce qu'on continue d'être très attractif, qui est toujours très positif par rapport aux autres villes. Et il y a quand même par rapport à cette démographie des problèmes qui sont, par exemple, qu'on étudie beaucoup à Montpellier, mais après on n'y habite plus forcément. Donc on s'en va à l'extérieur, même si on a un travail dans la métropole. C'est souvent une histoire d'offre de logement qui n'est pas toujours très bien adaptée. C'est un territoire de paradoxe, parce que 45% de la population est à moins de 500 mètres du tram et 10% l'utilisent. Voilà, il y a aussi plein de choses, c'est-à-dire que nécessité de construire des locaux d'activité, et il y a une facilité de réaliser du logement, alors qu'on a des territoires qui sont très, très agréables pour installer de l'activité. Ensuite, une autre spécificité de la métropole, elle est macrocéphale, c'est-à-dire la ville de Montpellier, c'est 71% des emplois, 61% de la population. Donc c'est toute cette dualité qui a son charme, mais aussi ses difficultés entre la grosse ville et les villages. Et puis les grands équipements métropolitains sont un peu à l'extérieur, hors métropole institutionnelle. C'est l'aéroport, le port de Sète, les stations balnéaires, ce qui nécessite aussi une pensée par rapport à cette métropole, de penser dedans-dehors. Donc on en a parlé très rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire la dynamique de l'évolution de la métropole, c'était d'abord l'écusson qui va vers la mer, ensuite le tram comme une logique structurante vers la route de la mer, et puis demain, ce que l'on propose, c'est une logique d'aménagement accompagnant la réalité d'usage de cette métropole, c'est-à-dire entre l'amphithéâtre au nord et puis la ville linéaire du littoral. Donc il y a un contexte politique qui a été largement expliqué aussi, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est simplement de dire qu'on doit réfléchir à toutes les échelles dans ce concert des métropoles du Sud, qui sont plus complémentaires que en concurrence, donc travailler dans cette histoire de réseau des métropoles, de parlement des territoires, du bassin de vie, de la métropole institutionnelle, c'est de voir comment toutes ces échelles s'emboîtent les unes les autres. Donc on est dans une position particulière par rapport à Toulouse, la métropole à 360 qui parle aussi bien à la mer qu'au territoire, qu'aux Cévennes. Et ce que l'on propose donc, c'est de s'appuyer et d'amplifier même les systèmes d'occupation du territoire et de leurs pratiques quotidiennes. C'est cette figure schématique que l'on souhaiterait voir à long terme accompagner ce développement, c'est-à-dire le grand amphithéâtre au nord avec le pic Saint-Loup en point d'orgue, et puis la ville linéaire, la ville intense, le long des réseaux, au sud, parallèlement au territoire, donc Lunel et Sète, Nîmes et Béziers comme point de fuite. Donc on a fabriqué un plan armature qui est à peu près lisible, donc qui est une vision prospective du territoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets indépendants, il faut inventer le lien entre tous ces projets. Donc on a travaillé selon 5 axes structurants avec tous nos camarades, entre autres Bertrand Vignal de base et Franck Boutet, c'est-à-dire l'histoire d'un grand parc, l'appropriation du risque, les dynamiques de développement, les rabattements des flux quotidiens, donc l'histoire de la mobilité, et puis la métropole compacte et efficace. Alors, on va parler rapidement du grand parc qui a été porté donc par Base, qui raconte l'histoire d'un bien commun, d'une économie vertueuse, d'une accessibilité facile à toute cette notion d'un grand parc. En fait, c'est révéler ce qui existe. Il suffirait de regarder ce qui se passe et d'améliorer un peu les choses. Et cette vallée, elle s'envisage sur ce grand parc selon 3 vallées qui sont pas très visible aujourd'hui, donc c'est les révéler, c'est la vallée du Lèze qui va finalement de la mer au pic Saint-Loup, l'agrovallée de la Mosson à concevoir comme un creuset des politiques agricoles et sociales, et puis la vallée de la Bérange qui est en fait, il faut faire renaître cette vallée. Donc il y a l'idée d'un
donc sur l'agro-territoire montpelliérain, donc certains éléments existent déjà, des agroparcs. L'idée, c'est d'essayer comme le disait le maire précédemment, de faire que l'alimentation locale puisse bénéficier au plus grand nombre. Donc nous on pense depuis la production jusqu'à la distribution. La production pourrait se faire sur des terres qui sont en jachère actuellement pour promouvoir l'alimentation locale, jusqu'à la distribution, notamment par l'intermédiaire des circuits courts. Pour ce faire, on a développé donc ce qu'on a appelé des fermes ressources, c'est-à-dire utiliser le patrimoine existant qui est donc notamment les mâts ou les domaines qui sont certains abandonnés, donc essayer de les réhabiliter, les transformer en fermes ressources, c'est-à-dire des fermes qui ont plusieurs usages, à la fois donc l'agriculture, mais pas seulement, l'ouverture à d'autres habitants, des parcours pédagogiques pour faire connaître ce territoire au plus grand nombre. Autre élément, donc ce qu'on a appelé des démonstrateurs du Grand Parc, c'est-à-dire des sites laboratoires où le projet de territoire pourrait mettre en place des actions immédiates, très vite, pour commencer à faire connaître ce Grand Parc. Et chaque site porte une problématique bien spécifique. Par exemple, celle des garrigues actives ou celle justement autour de l'agriparc de Viviers, donc de continuer cette dynamique et cette démarche. Autre point important, dans le diagnostic, on a mis en œuvre, on a observé que le territoire était parcouru de lignes qui étaient souvent des lignes de démarcation et des lignes de rupture. Par exemple, les infrastructures, parfois également les vallées qui ne sont pas suffisamment visibles. Donc, comment est-ce qu'on va faire de ces lignes de rupture, des lignes de force, des surfaces d'échange autour donc des vallées, des infrastructures? Comment est-ce qu'on va transformer les infrastructures routières en interface entre des projets urbains et agricoles? Et puis également le travail des lisières entre justement ce territoire agricole et ce territoire urbain. Le Grand Parc, ce qui est important, c'est que pour le rendre opérationnel, il faut le rendre d'abord visible et accessible. D'où l'idée de créer des parcours et de mettre en réseau les espaces publics et récréatifs qui sont constitutifs du Grand Parc. Donc, ce Grand Parc, il est à la fois productif en termes d'économie, on en a parlé sur l'agriculture notamment, mais également il intègre tous les parcs d'agrément et les grands parcs publics de la métropole. Nous allons parler de la stratégie d'acclimatation de la métropole, c'est-à-dire parler du risque. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un travail à moyen terme qui est celui de l'arc nord par rapport à la notion de garrigue, c'est-à-dire la gestion des garrigues adaptées au risque d'incendie, transformer l'économie et l'usage de ces garrigues. Ensuite, la plaine habitée, c'est-à-dire la ville acclimatisée, ici comme ailleurs d'ailleurs, grand plan de désimperméabilisation. Et puis ensuite, le littoral, c'est une stratégie à long terme, très long terme, c'est anticiper les inondations et les submersions. Donc c'est une métropole à risque par rapport aux feux, aux forêts, j'en ai parlé, la pollution des sols, la diminution des ressources de l'eau, la pollution de l'air, les lots de chaleur urbains, l'inondation, la disparition de la biodiversité, l'intrusion marine, la submersion marine. Enfin, on est dans un territoire à risque qui existe très, très souvent ailleurs, mais ici, plus qu'ailleurs, sans aucun doute. Et les épisodes Cévenol et les risques d'inondation et d'incendie le montrent en permanence. Donc, le principe, mais c'est une chose très technique avec laquelle on a travaillé beaucoup avec Franck Boutet, c'est comment transformer un risque en ressource, comment on peut considérer un territoire comme un désalinisateur, de dire que l'eau qui arrive, elle est gérée différemment, elle est stockée différemment, elle est utile, elle sert, elle n'est pas là uniquement comme une sorte de méfait. Donc pour ça, il faut valoriser l'intelligence hydraulique, donc dans les risques liés à l'eau, qui est absolument prépondérant, donc révéler le chevelu hydraulique de manière très large. J'ai parlé de la désimperméabilisation et donc inventer cette notion de territoire d'anticipation. C'est tout un chapitre assez complexe, mais on n'a pas le temps. Donc quelques images pour montrer le principe de stockage de l'eau, de désimperméabilisation autant sur les bâtiments que par rapport au sol. Bien sûr, il faut acclimater aussi l'architecture en fonction de tout ça. Les exemples méditerranéens existent un peu partout. Donc ça, c'est tout un volet. Ça m'ennuie d'en parler de manière aussi courte, mais c'est un peu le thème de ce jeu. Ensuite, pour parler d'autre chose, dans les dynamiques de développement urbain, on a
Donc c'est un autre chapitre. On a conservé cette particularité de la métropole des villages en le fortifiant, j'ai dit tout à l'heure. Donc on propose 3 dynamiques, c'est-à-dire l'amphithéâtre des villages, la vitrine métropolitaine et le ring, c'est-à-dire le contournement de Montpellier qui est à finir. Donc par rapport à ça, il y a 7 portes de la métropole qui peuvent se mettre en place, qui sont des lieux de focalisation d'intensité urbaine. C'est là où il y aura la continuité des modes doux pour sortir du tout voiture. Donc je reprends l'expression de Bernardo Secchi, inventer les trottoirs de la métropole, expression que j'aime bien. Donc la ville des piétons en continu, ce qui n'est pas totalement évident par rapport à la force des routes qui est ici. Et ensuite, comment le contournement routier fabrique un lien entre justement la ville-centre et tous les villages qui sont autour. Alors, pourquoi des portes avec ce nom un peu bizarre qui évoque la fermeture? C'est en fait un point de croisement entre les infraroutières et le réseau de transport en commun. C'est le lieu de rabattement des flux automobiles, des pôles d'échange multimodaux qui gèrent justement ces lieux de forte intensité. Donc, ces 7 portes, je peux les citer, la gare historique à Saint-Roch, la porte nationale et internationale avec la nouvelle gare de l'aéroport, la porte nationale donc, la porte est de la vallée de la Bérange appuyée sur le PEM de Baillargues, la porte de Sète, la porte de Sablassou, la porte du Bic Saint-Loup et puis la porte de la vallée de l'Hérault. Donc ces portes-là, elles ont été très discutées par rapport à leur pertinence vis-à-vis des réseaux et de la capacité de recevoir justement ce transfert entre la route, le fer, les tramways et puis d'autres modes, le mode automobile. Donc ça, c'est juste une illustration théorique de ce que peut être une porte, c'est-à-dire entre le transport, le commerce, le tertiaire, le résidentiel, les services, loisirs, donc, et puis des lieux d'innovation dans tous les sens. Ensuite, il y a ce réseau autoroutier qui est déjà très efficace à Montpellier. Donc, finir les projets en cours de contournement, les terminer à terme, c'est grâce à l'ADEME et au COM, enfin, c'est le nom des grandes contournantes qui sont à finir. Et c'est là où sont situées les portes. Donc, cette infrastructure, comme je disais, c'était une alternance entre des séquences urbaines et des séquences paysagères. Donc là, effectivement, c'est comment ces infras peuvent s'installer sous une autre forme, mode doux, végétalisation, gestion des eaux, etc., selon ces corridors qui sont à proposer. Là c'est la grande vitrine métropolitaine, c'est-à-dire c'est une figure, une sorte de vie linéaire qui s'appuie sur les infras. Il y a le LGV. Il y a la LGV, pardon, il y a l'autoroute A9 transformée en boulevard urbain, il y a l'A709. C'est une lanière à vocation puissamment économique qui est une vitrine et qui reçoit les grands équipements, c'est-à-dire il y a la gare de la Mogère, Odysseum, le PEM de Rondelet, etc. Donc c'est en séquence entre le paysage, l'économie, la production, etc. Pour finir ensuite, par rapport à la mobilité, il y a une extension ciblée du tramway. On sait que ce sont des investissements très lourds, donc à regarder de manière très précise. Le développement à long terme, c'est des transports en commun efficaces jusqu'à Prat-de-Lège, jusqu'à Murviel. Enfin, je ne vais pas entrer dans le nom précisément, mais c'est de créer des corridors d'intensification urbaine le long de ces axes de transport en commun. Et ensuite, c'est aussi développer le ferroviaire là où il est déjà, le rationaliser, le cadencer mieux. Il y a 2 gares nouvelles à Sablassou et à Rondelet. De dire que finalement, il y a une deuxième gare qui s'est installée, la grande gare. Donc ça libère du cadencement. Donc savoir comment les voies ferrées peuvent être encore plus utiles par rapport au transport, alors qu'actuellement, c'était extrêmement coincé par rapport à la gare unique. Maintenant, il y a 2 grandes gares, donc on peut en profiter. Donc ça, c'est l'intensité des modes doux entre ces grands pôles intermodaux, de dire que ça va fabriquer une ville au fil du temps, comme ça, dans des modes différents. L'activité économique, je suis très rapide, donc il y a une surcapacité tertiaire, une demande de foncier par rapport à d'autres activités économiques, entre autres de la production, des petits campus, des choses comme ça. Si on ne veut pas assister à une baisse de la compétitivité, il faut produire d'autres systèmes de création de valeur, donc diversifier l'activité économique et donc réinvestir les zones d'activité existantes en les densifiant. Et ceci, bien sûr, en particulier sur la vitrine métropolitaine que je signifiais tout à l'heure. Ensuite, les entreprises, bien sûr, doivent être regardées par rapport à une logique très forte de transport en commun et un peu moins de voitures.
Donc c'est aussi cette manière de regarder les choses. Et en plus de ça, cette économie doit aussi savoir comment elle s'infiltre dans cette métropole des villages que j'évoquais, savoir qu'il y a 29% d'emplois de cadres et de professions libérales qui ont sans doute envie de travailler de manière différente, télétravail, etc. On parlait de start-up tout à l'heure, mais savoir comment effectivement ça peut s'installer ailleurs que dans des bâtiments tertiaires classiques. Sur le commerce, pas grand-chose à dire, mis à part qu'il faut conforter les cuissons, renforcer ce qui existe, pas trop continuer les centres commerciaux. De toute façon, ils sont en pleine révolution eux-mêmes, donc tout ça va aller tout seul. Donc, bien sûr, il y a cette valeur économique autour du tourisme qui est à fortifier par rapport à cette centralité exceptionnelle sur un site assez large. Et puis, cette métropole, elle doit tendre, enfin, c'est une sorte de conclusion qu'on avait un peu prise comme ça, elle doit savoir tendre la main aux voisins pour éviter le décrochage des villes limitrophes et une métropole qui doit vivre urbi et orbi. C'est-à-dire toutes les échelles sont usageables, il faut tendre la main au-delà de la métropole, c'est-à-dire à Lunel, à Sète, en allant peut-être jusqu'à Nîmes et jusqu'à Béziers. Donc considérer cette métropole de manière très, très large, très généreuse. Donc voilà, on a eu cette chance de fabriquer ce document pendant un temps assez court finalement, et c'était une méthode assez rare que je conseille à toutes les autres métropoles, éventuellement ici dans cette salle.